Un jeune homme de 18 ans tente un meurtre et est jeté en prison. Mais dans ce centre de détention pour mineurs si brutal, il lance une petite entreprise, déneigeant pour les autres, 301. Réchauffer les chaussures en hiver, 100% 1. Agir comme un chien pour les gens, 201. La raison pour laquelle il travaille si dur, c'est pour sa petite amie d'enfance, Diana. Pour Diana, il doit économiser plus d'argent car il a subi toutes sortes de violences depuis son enfance. Son père, un gangster, le battait tous les jours. Même lorsqu'il était complètement épuisé, son père le forçait à se tenir droit et à encaisser les coups. Mais malgré tout, il n'a jamais perdu espoir dans la vie. Car une fois diplômé, ils pourraient tenir leurs promesses, quitter cette ville et déménager à Séoul ensemble pour commencer une nouvelle vie. Un jour, en rentrant chez lui, il a trouvé Diana étendue dans le salon, couverte de contusions. L'agresseur était son propre père. Sans un mot, il a saisi un vase. Au moment où il a repris ses esprits, ses mains étaient déjà couvertes de sang. Son père était dans un état végétatif. Selon le médecin, ses chances de se réveiller étaient extrêmement minces. Il pensait qu'ayant subi des violences domestiques quotidiennes, le juge en tiendrait compte et rendrait un verdict différent, mais quand il a entendu le verdict, il a été choqué. 3 ans de prison pour tentative de meurtre. Diana lui a dit « Tiens-toi bien là-bas et essaie de sortir tôt. N'oublie pas notre promesse de déménager à Séoul ensemble. Causer des problèmes en prison prolongerait sa peine, mais une bonne conduite pourrait la réduire. » Aujourd'hui, il travaille dur pour gagner de l'argent comme d'habitude. Le chef de cellule a une idée amusante, utiliser Chase Young comme cible humaine. Frappe son nez et gagne 501. Le chef est le chef de cellule, Sullivan, qui purge 2 ans pour agression sexuelle. Au moment où Sullivan tend le lance-pierre visant Chase, l'élastique se rompt soudainement et la pièce dans sa main tombe directement dans le trou des toilettes. Chaz pense pouvoir échapper à cette épreuve et gagner facilement ses 501, mais Sullivan dit que c'est trop facile. S'il veut vraiment cette pièce de 501, il doit la ramasser avec sa bouche. Les autres détenus éclatent de rire car quelqu'un a eu la diarrhée hier, mais Chase n'hésite pas. Il y plonge la tête et ramasse les 5,001 $ avec sa bouche. Pour Diana, il ne se soucie pas du tout de sa dignité. Il pense que 3 ans, ce n'est pas si long, il suffit d'endurer un peu et ça passera vite. Chaque jour, le simple fait de regarder la photo avec Diana lui procure un sentiment de bonheur inexplicable. Juste à ce moment-là, la porte de la cellule s'ouvre en grinçant et une silhouette à l'air féroce entre. Les autres détenus tremblent de peur en le voyant. Cet homme est Marcus, qui a assassiné 7 personnes d'affilée et a été condamné à 20 ans, le maximum selon la loi sur les mineurs. Chaz est stupéfait et complètement figé. Sullivan ne se soucie de rien de tout cela. Quiconque entre dans cette cellule doit suivre ses ordres. Quand tu viens ici, tu ferais mieux d'apprendre à être un chien. Mais Marcus ne lui montre aucun respect. Il se détourne immédiatement, ne voulant rien avoir à faire avec lui. Sullivan balance son poing et le charge, et Marcus se retourne, prêt à se défendre. Mais Chase remarque quelque chose. Quelqu'un qui a tué 7 personnes est clairement différent des autres. Comment quelqu'un qui a survécu sous le poing de son père depuis l'enfance pourrait-il ne pas comprendre cette situation? Mais Marcus reçoit un coup de poing violent au visage de Sullivan. Peu importe comment Sullivan le frappe, Marcus ne montre aucune intention de riposter. Les autres sont stupéfaits par cette scène. Ce type n'est qu'un faible, un bon à rien. Chaque jour après cela, Marcus subit des brimades constantes. Peu importe combien il est battu, il refuse de faire tout travail physique. Grâce à lui, Chase et les autres sont épargnés des coups. Ce soir-là, Marcus est battu à mort mais ne se soumet toujours pas. Chaz ne comprend pas. Tu ne peux pas juste lui lécher les bottes, peu importe à quel point tu le détestes, il est le roi ici. Si tu ne peux vraiment pas te battre, soumets-toi. Ça te rendra la vie plus facile. Mais Marcus ne veut pas entendre ses conseils, il se retourne et s'endort. Le lendemain, Diana prévoit d'apporter des collations à Chaz. Mais quand elle traverse un feu de circulation, la tragédie frappe. Un gardien du quartier d'isolement apporte cette nouvelle à Chaz. Quand il apprend la nouvelle, il est complètement dévasté. Diana est partie et sa vie a perdu tout son sens. Après cela, il devient hébété et sans vie, incapable de rassembler de l'énergie pour quoi que ce soit. Sullivan n'a encore rien remarqué d'anormal, il crie toujours sur Chase parce qu'il n'a pas nettoyé les toilettes. Il marche vers Chase, jurant, seulement pour le trouver fixant d'un air absent la photo 2-2 dans sa main. Selon les autres détenus, il y a eu un accident de voiture près de la prison, et la victime était la petite amie de ce gamin. Sullivan lui arrache la photo des mains. En regardant le joli visage de Diana sur la photo, il fait un bruit dérangeant. Une fille si fraîche, quel dommage qu'elle soit morte. Quelqu'un veut cette photo, mise à prix, 100% 1, ou peut être pas, je peux la ramener au lit ce soir et en profiter moi-même. Chaz reste silencieux au début, puis se lève lentement et marche derrière Sullivan. Marcus observe et ne peut s'empêcher de réagir, car il se souvient vaguement de quelque chose que Chase a dit pendant qu'ils travaillaient ensemble. Chaz a dit que son père était en fait le bras droit d'un gangster, et la violence n'était qu'une routine pour lui. Quoi qu'il arrive, je devais l'endurer. Après tout, c'est lui qui m'a donné la vie. Mais il y a eu une fois où je n'ai pas pu me retenir, et c'est quand il a touché mon ami. Chaz lance un coup de poing au visage de Sullivan. Les autres laquais sont choqués, et même Sullivan n'arrive pas à croire que ce gamin maigre ait une telle force. Soudain, tout le monde se précipite, mais Chase reste calme et serein. Bien qu'il ait souvent été battu par son père, il a appris à se battre grâce à cela. Sullivan, battu à mort, s'agenouille et implore pitié. Tu n'as pas besoin d'argent? Je te donnerai tout ce que tu veux, tout. Mais Chase dit, ça a l'air bien, mais ma raison de partir d'ici, ma raison d'endurer l'humiliation, et l'argent, je n'ai plus besoin de rien de tout ça. Quand les gardiens découvrent l'agitation et entrent dans la cellule, tout le monde est choqué. Ce garçon maigre a mis à terre 5 ou 6 brutes musclés à lui seul. Toute la cellule ressemble à une zone de guerre infernale. Même le chef des gardiens n'arrive pas à croire que Chaz, si timide et obéissant, ait une telle capacité. Chaz dit juste froidement, oui, c'est ça, j'ai tout fait.
Après cela, Chaz est envoyé en isolement. Ayant perdu son but dans la vie, il fixe la photo de lui et Diana toute la journée. Incapable d'accepter qu'elle l'ait réellement quitté, il se remémore lentement tous les souvenirs d'avant. Plus il y pense, plus cela lui semble absurde. Puis il frappe le mur de la pièce. Il se blâme terriblement. Si seulement il s'était retenu ce jour-là et n'avait pas attaqué son père, si seulement les lois de ce monde étaient plus humaines, si seulement le verdict avait été suffisamment juste, ou s'il n'était pas dans ce maudit endroit. Diana ne serait pas venue le voir, et cette tragédie ne se serait pas produite. Serait-elle maintenant? Vivrait-elle toujours heureuse? Le sang de sa main goutte lentement sur le sol. Ayant perdu toute volonté de vivre, il verse inconsciemment des larmes. Un gardien à l'extérieur de la fenêtre essaie de le réconforter. Même si le monde est plein de malheurs, tu ne peux pas perdre la volonté de vivre. Par-dessus tout, vivre est ce qui compte le plus. Tu n'as rien mangé depuis des jours. Calme-toi et réfléchis-y. Son esprit ne voudrait pas te voir détruire ton corps comme ça. Tu as encore un chemin à parcourir, n'est-ce pas? À ces mots, il s'effondre à genoux, impuissant, et après avoir sangloté de manière incontrôlable, dit « Je suis désolé ». Pendant ce temps, à la cafétéria de la prison, tout le monde parle. Dans la cellule de Sullivan, un type vraiment dangereux est apparu. Son nom est Chase Young. Il a tellement battu Sullivan et son équipe qu'ils sont aux soins intensifs. Puis il a été envoyé au trou. Apparemment, le chef de cellule s'est moqué de sa petite amie. Ce gamin est devenu fou et n'a montré aucune pitié. On dirait que cette cellule a besoin d'un nouveau chef. Je me demande qui prendra la position. Soudain, quelqu'un apparaît derrière eux et claque le visage du bavard sur la table, déclarant « Quelle bêtise racontez-vous tous pendant mon absence ?» Ça a l'air intéressant. Comptez-moi. Le nouveau venu est Tyler Park, un membre du syndicat du Dragon Céleste. Voyons le gars épinglé à son plateau repas. Tout le monde est surpris et accepte immédiatement. Nous faisions juste une conversation décontractée, ça n'arrivera plus. Puis Tyler interroge le bavard, comment s'appelle ce type? Tremblant de partout, il finit par dire que le nom est Chase Young. Tyler ne pose plus de questions, il dit juste qu'il a noté le nom. Une semaine plus tard, Chase est libéré de l'isolement. Le gardien lui rappelle « Sullivan et son équipe sont toujours à l'hôpital. Ne cause plus de problèmes quand tu sortiras. Nous te libérons au compte tenu de ta situation. Tiens-toi bien. » Puis il retourne à sa cellule assignée. Gardez à l'esprit que les personnes dans cette pièce sont tous les laquais de Sullivan, à l'exception de Marcus, tous les autres sont ses subordonnés. Il s'attend à ce qu'il riposte, mais au lieu de cela, tout le monde le traite avec respect, ne lui montrant que de l'inquiétude. Marcus en tire une conclusion. À l'école, les gens se mesurent sur le talent, l'origine familiale, l'apparence et les notes. Mais dans ce centre de détention pour mineurs violents, la force est tout. Pendant le temps libre dans la cour, le lendemain, Chase trouve Marcus, disant qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. À l'époque, pourquoi as-tu fait ça? Parce que ce jour-là, je voulais vraiment tuer Sullivan, mais tu as tendu la main et tu m'as arrêté. Pourquoi as-tu fait ça? Tu as tué 7 personnes pour te retrouver ici. Quelle raison pourrais-tu bien avoir de m'arrêter? Marcus se souvient de ses mains trempées de sang ce jour-là, la salle de classe au crépuscule, du sang éclaboussé partout, les 7 personnes présentes mortes de sa main, et il est impuissant face au regard des autres. Au moment où il s'apprête à expliquer, Tyler Park apparaît devant eux, il regarde Chase avec mépris, tu as l'air tellement plus faible que moi, comment as-tu réussi à battre Sullivan? Je veux dire, Sullivan n'était pas grand chose, mais perdre face à un voyou comme toi, pourquoi ne te soumets-tu pas? Tu essaies de devenir le chef de cellule? Mais Chase ne montre aucun intérêt, n'y voit pas trop de choses. Tyler est momentanément stupéfait, puis ses veines gonflent de colère. Tu es vraiment arrogant, laisse-moi t'apprendre où un voyou comme toi devrait se placer. En tant qu'excellent chien fidèle, tu devrais servir ton maître correctement. Juste à ce moment-là, un gardien passe. Chaz s'attend à ce qu'il fasse quelque chose, mais le gardien s'éloigne sans se retourner comme si cela ne le regardait pas. Car ici, les chefs de cellule peuvent utiliser le maintien de l'ordre comme excuse pour attaquer, et les gardiens ne réagiront pas. C'est la règle dans ce centre de détention. Tu peux riposter, comme tu l'as fait avec Sullivan. Pourquoi ne ripostes-tu pas? Te battre comme ça n'est vraiment pas amusant. Tyler révèle son tatouage complet sur le bras, et ce tatouage est le symbole du syndicat du Dragon Céleste. Chaz regarde fixement, mais quand il le voit, cela allume complètement sa rage intérieure. Il a vu ce tatouage des centaines de fois, il est identique à celui de son père, un dragon bleu effrayant avec le caractère du ciel au centre. Tyler ne semble pas réaliser la gravité de la situation. Il marmonne toujours des insultes. Ta petite amie a vraiment choisi le mauvais gars, finissant avec une ordure comme toi. Un gars hideux. Chase demande lentement. Si tu oses, répète ça, puis il lui piétine le visage et commence à riposter. Quand Tyler a il jamais subi une telle humiliation. Au moment où il s'apprête à jurer, Chase lui piétine violemment la tête, il insiste à nouveau. Je déteste vraiment, vraiment les yeux de ce dragon. Tout le monde dans le centre de détention éclate dans le chaos. Ce type est un psychopathe complet, il vient de sortir du trou et provoque immédiatement cette énorme scène. Tyler gît à peine vivant à ses pieds, le visage couvert de marques de la clôture en grillage, le sang coulant de l'intérieur et les muscles de son bras complètement déchirés, le sang incapable de circuler, ce qui fait que Chase regarde la scène devant lui sans aucune hésitation. Quiconque insulte Diana doit être puni en conséquence. Peu après, une corne retentit dans la cour. L'heure de l'exercice est terminée, tout le monde retourne dans vos cellules, et dans ce centre de détention hermétiquement fermé, un homme observe tout ce qui se passe dans la cour. Le directeur Cross reçoit un invité de marque. J'ai entendu dire que vous venez de sortir de l'hôpital, vous avez bonne mine. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez. Nous vous fournirons tout ce que nous pouvons. Mais je ne sais pas ce qui vous amène ici. Qui êtes-vous venu voir? Ou y a-t-il quelque chose d'assez important pour vous amener ici en personne? Pendant ce temps, tous les détenus sont retournés dans leurs cellules. Les compagnons de cellule de Chase sont tous sur les nerfs. Étant dans le même espace qu'une personne si féroce et brutale, ils n'osent même pas respirer fort.
Même Marcus peut sentir cette aura froide et sombre, bien que ce soit les yeux d'une personne vivante, il porte le vide des morts. Juste à ce moment-là, un gardien à l'extérieur crie dans la pièce, 7199 Chase Young sort. Tu as un visiteur. Il est stupéfait en entendant cela. Comment est-ce possible? Qui pourrait bien venir me voir? Il a toujours été seul. Sa mère s'est enfuie quand il était jeune, il n'avait pas d'amis à cause de l'identité de son père, et Diana est morte dans cet accident. Logiquement parlant, il ne reste personne de proche de lui dans ce monde, mais quand il suit le gardien, il découvre qu'il se dirige vers le bureau du directeur. Il ne comprend pas, il n'a aucune connexion avec le directeur. Au moment où la porte s'ouvre, la rage le submerge instantanément. Des fragments de mémoire éparpillés continuent de défiler dans son esprit. Le visiteur est son père, Victor Young, l'homme qui l'a battu jusqu'à le laisser dans un état végétatif. Il salue Chase avec énergie. Son cœur s'emballe. Son cerveau ne peut pas comprendre pourquoi cela se produit. Le directeur Cross vient expliquer. Pas besoin d'être si surpris. Il n'y a pas si longtemps, votre père s'est miraculeusement réveillé. C'est une bénédiction du ciel que votre père puisse être sain et sauf. Mais Chaz se souvient clairement que le médecin lui avait dit que les chances de se réveiller étaient extrêmement faibles. Autrement, avec la technologie médicale actuelle, il pourrait ne plus jamais bouger, à moins qu'un miracle ne se soit vraiment produit. Victor se sent profondément gratifié et parle lentement à son fils. Je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Après m'être dévoué à l'organisation qui essaierait de me tuer, la personne qui a battu Victor Young jusqu'à cet état n'était ni un ennemi ni la police. C'était mon propre fils. Quand j'ai ouvert les yeux à l'hôpital et appris cela, j'étais vraiment fou de joie, tu as bien entendu. Parce que seulement comme ça, tu es vraiment le fils de Victor Young. Comment un parent pourrait-il ne pas penser à son enfant? Pourquoi penses-tu que je te battais tous les jours? C'est de l'amour, mon fils. Il n'y a rien que moi. En tant que père, je ne ferai pas pour toi. Je n'avais pas le choix. Je devais la tuer. Il s'avère que cet accident de la circulation quand Diana a traversé la rue a été entièrement orchestré par Victor. Diana n'est pas morte sur le coup. Elle respirait encore à ce moment-là. Mais Victor a regardé froidement de côté et lui a dit « Diana, tu ne peux pas comprendre ce qu'un père peut faire pour son enfant. Tu as dit à l'époque qu'un parent comme moi est pire que pas de parents du tout. Parce que du début à la fin, tu étais une orpheline sans parents. » Victor pensait à l'origine que Chase n'était qu'un faible et un lâche de naissance, c'est pourquoi il a choisi des méthodes extrêmes pour l'entraîner. Mais ce jour-là, quand Chase a résisté à son père pour la première fois et a frappé si vicieusement, Victor a finalement compris, cette fille était la clé de Chaz. Pour réveiller la bête en lui, Victor a tué Diana à tout prix. En entendant toute l'histoire, Chaz ne peut plus contenir sa rage. Le directeur est complètement stupéfait, Chaz charge instantanément son père. Il veut écraser Victor complètement, tout de suite. Juste à ce moment-là, des crépitements d'électricité éclatent autour de lui. Un gardien à côté du directeur tire instantanément avec le pistolet paralysant. Chaz est immédiatement frappé par des dizaines de milliers de volts. Peu importe la force de son corps, il ne peut pas résister à cela. Le directeur Cross soupire légèrement. Si quelque chose arrive à cette figure importante ici, il perdra sa position. Même sous ce choc électrique, les yeux de Chase restent fixés sur Victor. Mais Victor lui dit « Tu veux me tuer ? Très bien. Je vais te dire comment. Il y a plusieurs membres de l'organisation dans ce centre de détention. Bien qu'ils viennent d'obtenir leur tatouage du syndicat du Dragon Céleste, avec le temps, ils deviendront des piliers de l'entreprise. Tu dois prouver que tu es plus fort que tous, puis prendre le contrôle de ce centre de détention connu pour sa violence. Après cela, obtiens la reconnaissance de l'organisation et monte plus haut pas à pas. Un jour, deviens un homme capable de me vaincre, puis de me surpasser. Le second commandant affronte le dragon au sommet et revendique le syndicat du Dragon Céleste. Accomplis ce que moi, ton père, n'ai pas pu faire de mon vivant. Ma vie existe pour toi. Puis il ordonne au directeur Cross, prends soin de mon fils. Le directeur accepte respectueusement. Mais soudain, Chase force sa volonté et arrache les fils du pistolet paralysant. Il ne se soucie pas d'atteindre le sommet ou le syndicat du Dragon Céleste. Il doit tuer Victor tout de suite, mais quand il charge en avant, un homme apparaît instantanément à côté de lui et plaque la tête de Chase au sol. Les yeux de l'autre gardien s'écarquillent. Quand est-il même apparu? L'homme retient les mains de Chase et dit « Je m'excuse, jeune maître. Veuillez pardonner mon impolitesse. Mon travail est de servir le patron. » Cependant, Chase se débat de toutes ses forces. L'homme est choqué. Ce jeune gamin peut réellement résister à la force du capitaine d'action du syndicat du Dragon Céleste avec juste ses jambes. Victor le réprimande, disant « Regarde clairement la situation autour de toi. Tu ne comprends pas? Tel que tu es maintenant, tu ne peux même pas t'approcher de moi. Les actions imprudentes ne feront qu'empirer les choses. La seule façon de me tuer exige que tu contrôles d'abord cette prison et que tu développes ta force. C'est à cela que tu devrais penser maintenant. Quand tu seras devenu assez fort, viens devant moi et tue-moi, mon fils pitoyable. Je continuerai d'avancer. J'ai hâte de te revoir ce jour-là. » Il a simplement dit au directeur « Prenez soin de mon fils », et les gardiens de la prison suivent chacun de ses ordres, exaucant toute demande. Il se souvient vaguement que Victor lui avait dit que la seule façon de le tuer était de contrôler cette prison. Pour se venger, il doit faire en sorte que tout le monde se soumette à lui à tout prix. Mais actuellement piégé dans une cellule d'à peine 100 pieds carrés, par où commencer? Juste à ce moment-là, un gamin chauve se plaint. La nourriture de la prison, ce ne sont que des légumes tous les jours, pas un morceau de viande. Ce serait bien d'avoir de la poitrine de porc grillée ou de la pizza ou quelque chose. Chaz semble avoir une idée. Il trouve un gardien et commande des plats à emporter. Bière, barbecue, homard, pizza, poulet frit, popcorn. Les autres détenus sont stupéfaits. Le cerveau de ce type ne fonctionne pas bien, il ose vraiment dire ça à un gardien en prison. Cependant, peu de temps après, toutes sortes de plats à emporter arrivent à leur cellule. Sa théorie est confirmée. Tous les gardiens le traiteront différemment à cause des paroles de Victor.
Ensuite, il doit tester pas à pas où se situe réellement la limite de tolérance de cette prison pour lui. Pour se venger, il doit utiliser tout ce qu'il a, même son identité de fils de Victor, sans hésitation. Juste à ce moment-là, pendant que tout le monde mange avec appétit, seul Marcus se tient à l'écart. Il a eu une expression sombre toute la journée, sans aucun désir de communiquer, parce qu'avant cela, Marcus faisait de la menuiserie comme d'habitude. Ses mains et ses pieds sont particulièrement agiles. Il termine rapidement sa charge de travail d'aujourd'hui. Un gardien lui dit qu'il peut finir le travail tôt, les autres travailleurs sont extrêmement mécontents. Pourquoi lui? Il finit si tôt. Tuer cette personne te donne un traitement spécial, mais il agit comme un bon à rien. Juste à ce moment-là, un jeune homme portant une boîte à outils arrive, et il découvre un visage familier apparaissant devant lui. Marcus semble aussi sentir la présence du nouveau venu et regarde dans sa direction. Le jeune homme jette la boîte à outils vers Marcus. Une vis roule au pied de Marcus. Quand il la voit, la terreur apparaît instantanément sur son visage. Alors c'est vraiment toi. Le monde est vraiment petit. Je ne t'ai pas vu depuis la remise des diplômes du collège. Marcus. Le nouveau venu est Ethan Lee, emprisonné ici pour vol et incendie criminel. En voyant Ethan, l'expression de Marcus devient extrêmement anormale. Il se remémore le passé. Il y a 11 ans, Ethan et Marcus étaient de très bons amis, vraiment. Son plus grand passe-temps était de collectionner des spécimens d'animaux et de les épingler sur des planches avec des clous. Mais Marcus n'avait aucun intérêt pour cela, absolument pas. Il trouvait les mythes et les papillons particulièrement dégoûtants. Même les camarades de classe d'Ethan en parlaient, toujours à ramasser des cadavres d'insectes, c'était étrange. C'est vraiment nauséabond, il se moquait même de lui. Tu collectionnes des insectes pour les manger, c'est parce que tu n'as pas d'argent pour te nourrir? Tu dois manger des insectes pour les protéines? Marcus, en tant que premier bon ami d'Ethan, est rapidement intervenu pour arrêter le harcèlement scolaire. Sans hésiter, quand ils ont entendu Marcus, le président de classe, tout le monde s'est arrêté pour éviter de perdre des points. L'excellent élève Marcus était souvent invité à des activités sportives extrascolaires, tandis qu'Ethan, qui aimait collectionner les insectes, bien qu'il ne soit plus harcelé, était constamment isolé, c'est un fait. Après cela, les deux se sont éloignés et ont été affectés à des classes différentes en avançant. Marcus n'entendait parler de lui que par d'autres. Apparemment, Ethan était la cible de brutes ces derniers temps. Il l'a même vu se faire tabasser par plusieurs personnes, c'était vraiment triste. Même aujourd'hui, c'était pareil. Il avait été emmené dans un entrepôt abandonné en dehors de l'école. En entendant cela, Marcus a immédiatement couru. Il devait sauver son vieil ami, c'était une évidence. Il est arrivé à l'entrepôt à bout de souffle. En ouvrant la porte, il a vu des groupes de voyous à l'intérieur, mais Ethan était introuvable, nulle part. Juste à ce moment-là, Ethan est apparu derrière Marcus. Il a poussé Marcus dans une boîte en bois et l'a verrouillé de l'extérieur, accompagné d'une voix derrière lui disant « Collection d'insectes réussie ». Marcus réalise que quelque chose ne va pas du tout, c'est très grave. Il s'avère qu'au fil des ans, Ethan est devenu très différent d'avant. Il travaillait avec ses voyous depuis le début, en fait. Mais même après toutes ces années, il n'a toujours pas changé son habitude de planter des clous. Mais ce qu'il aime collectionner maintenant, ce ne sont plus des animaux, ce sont des êtres humains, c'est terrifiant. Marcus a subi une torture terrible dans cette boîte. Le moindre mouvement lui causait une douleur perçante due au clou. Ethan était anormalement excité par cela. Les gémissements agonisants de son vieil ami lui procuraient du plaisir. La boîte était déjà criblée de trous de clous, mais même ainsi, Ethan n'avait aucune intention de s'arrêter, pas du tout. Le rencontrant à nouveau, Marcus serre fermement un bâton dans sa main. Face à ce psychopathe, il est plein de vigilance, c'est évident. Le gardien sent que l'atmosphère n'est pas bonne et leur ordonne de finir le travail et de retourner immédiatement dans leur cellule. Ethan n'ose pas résister ouvertement, bien sûr. Après que le gardien ait vu Ethan partir, Marcus baisse enfin sa garde, seulement pour découvrir qu'il y a un clou dans le bâton. Blessé. Le lendemain, Chase trouve Marcus, par hasard. Il remarque le comportement inhabituel de Marcus et est sur le point de lui en parler quand personne n'est là, quand il voit soudain une énorme boîte à outils vaciller vers Marcus par derrière, et tous les clous de la boîte à outils tombent sur Marcus, c'est incroyable. La personne est son ami d'enfance Ethan Lee, et il prétexte que ses mains ont glissé. Le traumatisme d'enfance fait trembler Marcus de partout, il ne peut que rugir pour couvrir sa peur. Mais Ethan n'est pas intimidé, il déclare « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Cependant, à ce moment précis, plusieurs hommes imposants apparaissent derrière lui, c'est surprenant. Ce sont les soutiens pour qui Ethan fait le sale boulot maintenant. Ils affirment « Ce type est-il vraiment ton subordonné ?» On ne peut pas le dire du tout. Il te regarde clairement de travers. Ethan affiche une expression sinistre. Comment cela pourrait-il être? Il est assez célèbre dans notre région, vous savez. Mon Marcus s'est prosterné devant moi depuis l'enfance. Avez-vous oublié tous ses souvenirs d'enfance? Ou est-ce que cela vous rappelle certaines choses, n'est-ce pas? Il s'avère que la raison pour laquelle Ethan fait cela est juste pour se vanter. Dans cette prison où la force est tout, pour devenir supérieur, il faut des références, c'est la règle. Évidemment, un meurtrier qui a tué 7 personnes, s'il est votre subordonné, cela démontre mieux votre statut supérieur. Et Ethan exploite le traumatisme d'enfance de Marcus pour le forcer à devenir son laquais. Voyant Marcus trembler de partout, tout le monde croit qu'Ethan frappe pendant que le fer est chaud, c'est une évidence. Il attrape une poignée de clous et les jette au visage de Marcus, mais Marcus attrape soudainement la main d'Ethan. Tu veux que je t'apprenne à tuer une personne, hein? Voyant l'expression sévère de Marcus, même Ethan Lee se sent intimidé, c'est clair. Après tout, Marcus est un type impitoyable et vicieux, c'est bien connu. Face à la foule bruyante, les gardiens interviennent pour les arrêter, ordonnant à tout le monde de retourner dans leur cellule. Provoqué par Marcus, Ethan Lee est complètement humilié, il est furieux, sans autre choix, il s'en va en furie. Les autres détenus espéraient assister à un bon spectacle, mais ils ne peuvent pas simplement ignorer les ordres des gardiens, c'est impossible. Alors l'affaire se termine brusquement. Chaz et Marcus continuent leurs tâches assignées pour la journée, comme prévu. Quand ils ont fini, ils retournent dans leur minuscule cellule d'à peine 100 pieds carrés. Chaz prend la parole en premier, remerciant Marcus. Mais Marcus ne comprend pas. Pourquoi le remercie-t-il soudainement comme ça? Il s'avère qu'avant, à cause de ce qui s'était passé avec Sullivan, Marcus avait calmement arrêté Chaz, c'est la vérité. Sans lui, Chase aurait du sang sur les mains et pourrirait en prison pendant encore 10 ans, c'est certain. Mais il a une raison pour laquelle il doit quitter cette prison, tuer le meurtrier de Diana.
Et cette personne est son propre père, l'exécuteur à double fleur du syndicat du Dragon Céleste. C'est une histoire complexe, mais Marcus se souvient clairement que Chase avait mentionné auparavant que son père était devenu un légume. Chase ne sait pas comment l'expliquer à Marcus. C'est une longue histoire vraiment. Mais de toute façon, il remercie Marcus de l'avoir empêché de prolonger sa peine, c'est important. Après cela, un gardien trouve Marcus, lui disant qu'il doit partir pour quelque chose d'urgent. Il assigne à Marcus la tâche de nettoyer l'entrepôt et lui dit de verrouiller la porte quand il aura fini. Après cela, Marcus sera récompensé par du temps libre, c'est une bonne nouvelle. Sur ce, le gardien laisse Marcus seul pour gérer ce désordre. Pour Marcus, plus il y a de temps libre, mieux c'est évident. Cela l'aidera à raccourcir sa peine. Juste à ce moment-là, il aperçoit une mythe sur la table. La voir lui rappelle Ethan Lee, et il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Ethan est devenu comme ça. C'est un mystère. Cependant, Ethan Lee apparaît soudainement dans l'entrepôt. Il attrape la mythe et ne cesse de dire « ce sont tous les deux des insectes ». Tout le monde aime les papillons mais trouve les mythes dégoûtantes. Tout comme à l'époque tu étais si populaire, alors que moi j'étais rejeté par tout le monde, c'est la vérité. Et tout ça, c'est à cause de toi. Marcus est stupéfait. Que veut-il dire par tout ça, c'est à cause de lui? Qu'a-t-il fait de mal au juste? Ethan Lee affirme que la gentillesse de Marcus n'était qu'en surface, qu'il s'était en fait éloigné tout le long, couvrant sa trahison, c'est ce qu'il pense. Au fond, tu me voyais comme une mythe dégoûtante, alors que toi, tu es devenu le papillon que tout le monde aimait. Être trahi par son meilleur ami, personne d'autre ne peut comprendre ce sentiment, c'est une douleur immense. Chaque jour était un enfer à l'époque. C'est toi qui m'as rendu comme ça, c'est ta faute. Mais quand j'ai appris une nouvelle, j'ai complètement perdu la tête. Marcus, l'élève modèle et président de classe, a tué 7 personnes à main nue. Même un élève parfait peut-il devenir un tel fou? C'est impensable. Tout le corps de Marcus tremble, il est choqué. Il n'a jamais eu l'intention de s'éloigner d'Ethan Lee, mais Ethan, avec son esprit étroit, s'est éloigné de plus en plus du droit chemin et a commis l'acte cruel de l'enfermer dans cette boîte. Et l'avenir autrefois prometteur de Marcus s'est transformé en 20 ans derrière les barreaux. C'est une tragédie, mais Ethan Lee s'en fiche. Il affirme que ce n'est pas encore fini. Deux grands hommes apparaissent soudainement derrière Marcus et le maintiennent fermement. Ethan dit froidement à Marcus que cette fois, il ne laissera pas son spécimen d'insecte s'envoler si facilement, c'est une promesse. En se retournant, Marcus voit une boîte métallique rouillée devant eux, c'est effrayant. Face à cette boîte en fer, Marcus se remémore le traumatisme d'enfance. Il recule sans cesse, mais contre les poussées de deux grands hommes, il est impuissant complètement. Ethan Lee devient encore plus fou. Voyant son spécimen être fourré dans la boîte en fer, il n'hésite pas une seconde, et claque personnellement la porte en fer, et cette fois, il la verrouille solidement avec des chaînes, c'est terrible. Il déclare « Ceci est un manoir de luxe que j'ai préparé juste pour toi ». À l'intérieur, Marcus frappe frénétiquement sur la boîte. Souffrant de claustrophobie, il transpire à grosses gouttes. Mais ce qui se passe ensuite le choque encore plus, des insectes continuent de ramper le long de ses jambes par en dessous, c'est horrible. Des cafards, des mille pattes et d'autres créatures remplissent toute la boîte en fer. Un frisson parcourt Marcus des pieds jusqu'au sommet de la tête. Mais même ainsi, Marcus se force bientôt à rester calme. Il connaît bien ce psychopathe d'Ethan Lee, très bien. Plus il crie, plus Ethan s'excite, et pire sera l'abus. Exactement comme Marcus l'avait soupçonné. Quand la boîte devient silencieuse, Ethan Lee est abasourdi. Mais au lieu de cela, il affiche une expression encore plus sinistre. Il prévoit de faire crier Marcus sans arrêt jusqu'à ce que ses cordes vocales se rompent, c'est son plan. Pendant ce temps, de retour dans le bloc cellulaire, les détenus parlent. Quelqu'un demande où est Marcus. Personne ne l'a vu depuis un moment. Un autre répond qu'un gardien l'a appelé à l'entrepôt de menuiserie. En entendant cela, Chase sent immédiatement que quelque chose ne va pas, et se lève lentement, c'est étrange. Il se dirige ensuite directement vers la porte de la cellule et appelle le gardien. Les autres codétenus pensent que leur chef de cellule va demander au gardien de commander des plats à emporter pour une autre fête, mais à leur grande surprise, Chase lui dit calmement « Ouvre cette porte de cellule s'il te plaît ». Les codétenus sont tous stupéfaits, c'est une prison, pas un centre de vacances, c'est évident. Le gardien est impuissant face à cela. Après tout, Chase est le fils de cet homme terrifiant. Quelques instants plus tard, Chase apparaît devant tout le monde, comme par magie. Les autres ne l'ont même pas encore réalisé. Comment ce gamin marche-t-il sans faire de bruit, apparaissant juste de nulle part, c'est incroyable. Chase leur demande froidement « Alors, qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Comment allez-vous le faire crier, dites-moi ». Il attrape alors immédiatement l'épaule d'un homme sans hésiter. C'est comme ça que vous allez le faire crier vraiment. Cependant, quand Chase envoie l'homme voler d'un simple coup de pied, Ethan Lee et les autres sont choqués. Ce gamin a des compétences, c'est indéniable. À l'intérieur de la boîte, Marcus entend une voix « Je suis là pour rembourser ma dette, c'est ma mission. Je ne dois jamais de faveur à personne. Une fois que j'aurai réglé son compte à ce salaud, nous serons quittes, c'est promis. » Cependant, l'un des grands hommes comprend « Alors tu es Chase Young, le voyou qui a fait grand bruit dans cet établissement dernièrement, n'est-ce pas? On dirait que tu n'as aucun respect pour tes aînés, c'est clair. » Ethan Lee comprend enfin, ce gamin traînait toujours avec Marcus. Étant donné la situation, est-il son bon ami vraiment? Ne sois pas ridicule. Tu n'es pas là pour sauver Marcus par loyauté, n'est-ce pas, dis-moi? C'est une fameuse balance ce type. Mais le grand homme à côté de lui s'en fiche puisque quelqu'un s'est livré pour le divertissement. Peu importe qui il est, il a juste besoin d'une bonne raclée. Il faut juste faire attention à ne pas le briser trop vite, c'est tout. Avant qu'il ne puisse finir, Chase exécute une prise et plaque le grand homme au sol. Voyant le grand homme gisant immobile, Chase dit froidement « Un si grand gaillard, et pourtant rien de spécial, vraiment. » Ethan Lee, qui regarde à proximité, est complètement stupéfait. C'est incroyable. Qui diable est ce gamin au juste? Chase se tourne pour regarder la boîte en fer devant lui. Voyant un comportement aussi malade, il ne peut s'empêcher de commenter « C'est vraiment trop, c'est inadmissible. » Ce type n'a absolument aucune limite. Ethan Lee a un point de vue différent, bien sûr. Trop, vraiment? Sais-tu comment il m'a traité, dis-moi? À cause de cette balance, mon enfance a été remplie de souffrances extrêmes. Et il a fait semblant d'être mon seul ami, alors qu'en réalité, il ne faisait que jouer un rôle. Tu ne penses pas que rester à ses côtés finira bien pour toi, n'est-ce pas? Tu te trompes. Juste à ce moment-là, le grand homme derrière s'est déjà remis. Il enserre le cou de Chase avec son bras. Il s'avère que le bavardage d'Ethan Lee n'était qu'une préparation pour ce moment, pour faire baisser la garde de Chase. Après de 2 mètres de haut, il a un contrôle absolu depuis cette position, c'est une prise solide. Combiné à ses bras épais, être pris comme ça n'est pas une blague, c'est très sérieux.
Même si Chase veut se libérer, un étranglement arrière est vraiment problématique. Chaz attrape immédiatement ses doigts et les lui brise. Cependant, à ce moment précis, Ethan Lee sort une lame et la plante directement dans le flanc de Chaz, sans pitié. Il avait déjà entendu parler de Chase Young. S'il ne le tuait pas, ce serait lui qui souffrirait, c'est une certitude. La douleur de la blessure abdominale, combinée à la privation d'oxygène due à l'étranglement, est suffisante pour contrôler tous ses mouvements. Juste au moment où il semble qu'il va être torturé à mort, qui aurait cru que Marcus apparaît derrière le grand homme, et enroule fermement la chaîne de fer autour de sa gorge, c'est inattendu. Ethan Lee est choqué. N'était-il pas enfermé dans la boîte en fer? Comment est-ce possible? Comment est-il sorti? Au juste. Il s'avère que tout à l'heure, le coup de pied de Chase a déformé la boîte, ce qui leur a permis de s'échapper de cette situation difficile. Libéré de toute contrainte, Chase n'hésite pas une seconde, pas du tout. Il donne immédiatement un coup de pied à Ethan Lee, le projetant au sol. Pendant ce temps, Marcus serre la chaîne de toutes ses forces. Même si la chaîne lui coupe les mains, il n'ose pas lâcher prise, c'est impossible. Il sait que faire preuve de pitié envers les autres est une cruauté envers soi-même. C'est une leçon apprise. Peu après, la force du grand homme s'estompe progressivement. Finalement, il s'effondre devant Marcus. Marcus halète, puis se tourne immédiatement pour regarder Ethan Lee. À cause de cette racaille, il a maintenant une autre mort sur les mains. C'est une lourde charge. Voyant cela, Ethan panique et crie immédiatement qu'il est la victime, que c'est à cause de Marcus qu'il a fait tout ça. Cela devrait être considéré comme de la légitime défense, c'est son argument. En toute logique, il n'a rien fait de mal. En entendant cela, Marcus devient encore plus enragé, c'est évident. Après tout, il a perdu 20 ans de liberté, c'est une éternité. Voyant Marcus comme ça, Ethan Lee est mort de peur. Il tombe rapidement à genoux, implorant pitié. Il se cogne la tête sur le sol à plusieurs reprises. En ce moment, Ethan Lee est comme un chien battu, prêt à tout pour survivre, absolument tout. Cependant, Marcus reste impassible, et dit froidement à Ethan Lee « Tes illusions égoïstes ont ruiné ma vie, c'est un fait indéniable. Avec 7 vies sur les mains, j'ai imaginé 10 000 façons de me venger. Mais maintenant, te voyant comme ça, je ne te hais plus, c'est la vérité. Parce que nous étions autrefois de très bons amis, tu sais. » En entendant cela, Ethan Lee se sent encore plus humilié. « Arrête de plaisanter, je ne fais que gagner du temps, je trouverai bientôt un moyen de te faire payer, c'est certain. » Juste au moment où il réfléchit à la façon de se venger ensuite, Chaz lui donne un coup de pied au sol, et il perd instantanément connaissance, c'est rapide. Chaz affirme que Marcus pourrait se retenir, mais pas lui, c'est clair. Ne pense pas que tu peux t'en tirer après l'avoir poignardé, c'est impossible. Après avoir résolu la situation et juste commencé à se détendre, une vague de douleur frappe Chaz, le faisant vaciller de manière instable, c'est douloureux. Marcus ne dit pas grand chose, juste 2 mots, merci. C'est suffisant pour renforcer leur lien, c'est certain. Mais soudain, les yeux de Chaz s'écarquillent. Une figure formidable apparaît silencieusement devant eux. Il semble avoir un énorme problème avec Ethan Lee, c'est évident. Il lui assène immédiatement un coup de poing au visage. Même si Ethan Lee est déjà inconscient, l'homme continue de lever ses poings massifs, frappant sa tête encore et encore. Même si le sang éclabousse partout, il ne montre aucun signe de vouloir s'arrêter, c'est terrifiant. Chaz et Marcus regardent, les yeux écarquillés. D'où vient ce psychopathe, au juste? Ce n'est que lorsque Ethan Lee cesse vraiment de respirer qu'il s'arrête à contre-cœur. Mais ce genre de personne a en fait une obsession particulière pour la propreté. Il croit que le sang contient des tonnes de bactéries et en avoir sur le visage le rend insupportablement irrité, c'est une manie. Il attrape les vêtements de Chase sans autre raison que de vouloir simplement essuyer le sang d'Ethan Lee. Il fixe même Chase du regard, lui demandant s'il a tout essuyé, c'est étrange. Chaz n'a aucune idée de ce qui se passe. Que veut ce type? Au juste? Mais soudain, il fixe intensément la plaque d'immatriculation de Chase, marmonnant follement. 7199, 7199, alors tu es le 7199, c'est ça. Il essaie alors immédiatement d'attaquer Chase. Heureusement, à ce moment précis, les gardiens reviennent juste à temps pour arrêter l'émeute. Cela permet à Chaz d'échapper au désastre, c'est une chance. Combattre ce type avec un corps blessé ne vaudrait certainement pas la peine, c'est évident. Le lendemain, pendant le temps libre dans la cour, tous les codétenus suivent Chase comme des subalternes suivant leur chef. Chase se sent confus. Rien ne s'est passé. Alors pourquoi l'entoure-t-il comme ça au juste? L'un d'eux dit qu'ils ont tous vu à quel point Chaz est capable, c'est impressionnant. Tant qu'ils le suivent, ils ne seront pas intimidés, c'est garanti. La personne qui parle est le codétenu de Chaz nommé Nat. Parce que dans cette cour, tu as montré à tout le monde ce que tu peux faire, et ton identité est suffisante pour les intimider tous, c'est un fait. Mais Chaz n'a pas le loisir de jouer à des jeux de pouvoir avec eux, il doit encore trouver des membres du syndicat du Dragon Céleste, c'est sa priorité. Ils ont tous des dragons bleus brodés de fleurs rouges tatoués sur eux, connus sous le nom de dragons à fleurs rouges. Il observe tout le monde dans la cour, cherchant la moindre trace de ce tatouage, c'est une tâche difficile. Nate semble sentir quelque chose. Il dit « Tu continues d'observer tout autour de toi, n'est-ce pas? Tu cherches quelque chose, dis-moi? Je ne suis pas une personne célèbre, mais je suis plutôt bon pour recueillir des informations, c'est mon talent. » Chaz ne refuse pas, si Nate peut l'aider à trouver ces personnes, ce serait parfait. Absolument. Après cela, Nate participe à diverses activités partout pour aider Chase à trouver des indices pertinents, car il veut devenir le bras droit de Chase, c'est son ambition. Aujourd'hui, alors qu'il laboure la terre pour planter, Nate projette accidentellement de la terre au visage de quelqu'un. Cette personne est le germaphobe que Chase a rencontré auparavant. Nat est horrifié. Qu'a-t-il fait, au juste? Il a provoqué quelqu'un avec des problèmes mentaux, c'est une catastrophe. L'homme éclate de fureur, des postillons volant partout. Voyant cela, Nat ne peut que s'excuser à plusieurs reprises, affirmant qu'il va le nettoyer et le désinfecter, c'est promis. Mais qui aurait pu le penser? Vraiment? L'homme vaporise directement du pesticide sur le visage de Nat, sans hésiter. En un instant, Nate pousse un cri agonisant. Même l'eau sale sur le sol n'a plus d'importance alors qu'il se lave frénétiquement les yeux. À ce moment précis, l'homme demande quelque chose. Le gars avec le numéro 7199, est-il dans ta cellule, dis-moi? Peux-tu me rendre un service, s'il te plaît? J'ai l'impression qu'il n'est pas très propre. Je veux l'aider à le désinfecter. Peux-tu lui apporter ça, dis-moi? Après cela, Chase fait des pompes dans sa cellule. Quand Nate revient et le voit, il commence immédiatement à le flatter. Il affirme qu'après l'exercice, il faut s'hydrater rapidement pour une meilleure récupération, c'est essentiel. Quand Chaz prend la tasse, il réalise que ce liquide violet ne ressemble pas du tout à du jus de raisin. C'est clairement un insecticide, c'est évident.
il le boit sans hésitation. Après avoir bu, il le loue même. C'est la boisson rafraîchissante parfaite pour le temps chaud, vraiment. Voyant cela, Nate est complètement stupéfait. Il l'a versé de la bouteille de pesticides. Comment Chase peut-il boire une tasse entière de pesticides et agir si calmement? C'est incroyable. Il s'avère que Chase avait remarqué que quelque chose n'allait pas plus tôt. Il a vidé le pesticide à l'avance et l'a remplacé par du vrai jus, c'est malin. Il sait très bien qu'à moins que Nate n'ait été contraint, il n'aurait pas eu le courage de faire cela, c'est une certitude. Et la raison pour laquelle il fait cela, c'est parce qu'il veut que tout le monde dans cette cellule s'entraide sans mensonge, c'est son principe. Nate est choqué par un chef de cellule si magnanime. Mais il a une question enfouie dans son cœur, c'est évident. Alors que la nuit tombe, les gens dans la cellule font leur lit, se préparant à dormir, mais Chaz utilise du papier et un stylo pour dessiner le motif du tatouage du dragon céleste. Nate s'approche et engage la conversation, demandant ce qu'est ce motif au juste. Chaz n'évite pas la question et explique, c'est un dragon bleu brodé de fleurs rouges, appelé le dragon à fleurs rouges, c'est son nom. Je veux trouver des gens cachés dans cet établissement qui ont ce tatouage sur leur corps, c'est ma mission. Tu n'as rien d'autre à dire, vraiment? Demande Nate avec hésitation. Pendant la journée, pourquoi as-tu fait ça au juste? Des actions comme les tiennes peuvent facilement se retourner contre toi, c'est dangereux. Pourquoi faire confiance aux autres si facilement, dis-moi? Cependant, Chase croit que les gens qui sont doués pour tromper les autres sont en fait des gens très intelligents. Les gens intelligents ne se font pas d'ennemis partout, c'est une règle. Ils n'utiliseront pas non plus de mensonges pour gagner sa confiance. Être son ennemi est une chose très stupide, c'est évident. Je vais laisser passer ça pour l'instant, mais s'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas si simple, c'est une promesse. À cela, Nate se fiche sur place. Il regarde le motif du tatouage du dragon céleste sur le sol, plongé dans ses pensées. Le lendemain, les gardiens rassemblent tout le monde parce que le département judiciaire vient pour une inspection, c'est important. Alors tout le monde doit participer à un nettoyage en profondeur, c'est obligatoire. Mais un énorme rugissement vient de l'une des salles de bain. Nate se tient là, tremblant. Ce qui l'attend est un barrage de jurons en colère. Tu as promis de trouver une occasion de l'empoisonner. Pourquoi dis-tu que tu n'oses pas le faire maintenant, dis-moi? Nate balbutie, incapable de donner une réponse claire. Puisque tu ne le feras pas, alors tu devras supporter sa douleur. Laisse-moi nettoyer minutieusement ces sales bactéries de ton corps. Par où devrais-je commencer, dis-moi? La bouche, les intestins ou l'anus peut être. À cet instant précis, Nate est terrifié. Quand donc Chaz viendra il le sauver, c'est alors qu'une voix arrête l'homme. Arrête de jouer avec cette urinoir. C'est absolument dégoûtant, tout comme toi, tu es une chose si sale. Il s'avère que plus tôt, pendant que Chase nettoyait, Nate l'avait trouvé, affirmant qu'il avait besoin de lui confesser quelque chose d'important. Quelqu'un l'a menacé pour qu'il trouve une occasion d'empoisonner Chase. Mais après y avoir réfléchi toute la nuit, il a réalisé qu'en tant qu'être humain, il ne pouvait pas être contraint de cette manière. Il ne transigera pas face aux menaces. Il veut absolument se ranger du côté de Chase, même s'il risque d'être blessé par cet homme, il va le refuser dès maintenant. Et une chose de plus, ce dessin qui t'obsède tant, le tatouage du dragon à la fleur rouge, il semble que la personne qui me menace porte ce motif sur son corps. Puis Nate affiche une expression sinistre et s'éloigne sans jamais regarder en arrière, et c'est pourquoi Chase est venu le chercher. Ayant tout juste fini de se soulager, Chase secoue l'eau de ses mains. Il se tourne et court vers le germaphobe, s'essuyant les mains sur les vêtements de l'homme. L'homme à la germaphobie extrême explose instantanément de rage, jurant « Mais qu'est-ce que tu fiches, espèce de salaud ? Sept 1199, je vais te déchirer en morceaux. Ta bouche pue vraiment. Quelqu'un qui menace les autres de me tuer a en fait ce maudit tatouage. Alors je peux me déchaîner sur toi sans aucune retenue. Mais avant cela, parle-moi du dragon à la fleur rouge, dis-moi tout. » Mais il ne répond pas, il ne fait que penser à quel point il est dégoûtant de rester allongé sur le sol des toilettes. Il lève alors ses poings et attaque Chase. Mais face à de si puissants coups de poing, Chase reste parfaitement calme. D'un simple revers de main, il bloque l'attaque sans effort. Pour lui, cela ne semble être rien de plus qu'un simple jeu d'enfant. Nate, observant tout cela de près, est fou de joie, pensant qu'il a vraiment choisi la bonne personne à suivre. Mais le patient atteint de TOC, allongé sur le sol, reste impassible, ne révélant absolument aucune information. Chaz n'a d'autre choix que de tremper ses doigts dans l'urinoir. Bien qu'il soit lui aussi rétisse, si cela peut faire parler ce type, il est heureux de s'exécuter. Il tend lentement sa main couverte d'urine vers la bouche du germaphobe. Cette action lui fait alors se remémorer des événements passés, il s'avère qu'il était autrefois une étoile montante du MMA. Sa technique signature consistait à utiliser ses jambes pour serrer l'abdomen de son adversaire, coupant ainsi l'oxygène. Mais il utilisait souvent des tactiques vraiment sales. Pour empêcher son adversaire d'abandonner, il lui maintenait les mains, le forçant à s'évanouir complètement. Cependant, un jour, son adversaire n'a pas pu supporter la pression mortelle. La technique a rendu l'adversaire nauséeux et il a vomi directement sur le germaphobe. Encore plus ironique est que cette star du combat tricheuse avait une faiblesse fatale qu'aucun combattant ne devrait avoir. Une obsession extrême pour la propreté, même sa propre sueur d'entraînement le dégoûtait profondément. La première chose qu'il faisait après l'entraînement était toujours de prendre une douche. Quand il a ouvert son casier dans le vestiaire, il a découvert qu'il était rempli de déchets. Et derrière lui est apparu un combattant qu'il avait déjà vaincu auparavant. L'homme a plaqué le germaphobe au sol. Incapable de croire qu'une telle racaille puisse devenir une étoile montante. Je le plaque si facilement et il ne peut absolument pas bouger. Gagner des matchs par des tactiques sales ne fait pas de lui un véritable combattant. Un vrai de vrai. Il saisit avec force les muscles de la mâchoire du germaphobe, essayant de lui ouvrir la bouche de force et de le gaver de déchets. Mais en voyant de telles choses immondes, le germaphobe mord si fort que ses gencives saignent plutôt que d'ouvrir la bouche. Il libère un potentiel illimité et renverse son agresseur avec une puissance incroyable. Tout comme Chase en ce moment même, il plaque Chase fermement au sol, utilisant des techniques apprises dans l'octogone. Le germaphobe rugit de fureur. Tu oses t'approcher de moi avec quelque chose d'aussi sale et répugnant. Je vais utiliser mes techniques pour te briser les côtes, une par une. Voyons voir si ta poitrine est plus forte ou si mes jambes sont plus puissantes. Nate, caché et observant de derrière, panique légèrement. Chaz ne va pas perdre comme ça, n'est-ce pas? S'il perd vraiment, Nate est fini, complètement. Mais à sa grande surprise, Chase se met à rire aux éclats. Chaz pense à cet homme d'avant. Son père ne l'a jamais tenu doucement comme un fils. Au lieu de cela, il y avait des étranglements arrière en forme de montagne qui ont failli lui briser la colonne vertébrale à plusieurs reprises, lui enseignant comment se battre véritablement, avec acharnement. Alors ce niveau n'est rien qui vaille la peine d'être mentionné, comment pourrais-je oublier ces souvenirs de quasi-mort? Grâce à lui, j'ai appris à me battre dans n'importe quelle situation. Ce genre de jeu d'enfant, c'est aussi simple que d'aller pisser.
Tu veux essayer de voir si mon abdomen explose en premier ou si ta colonne vertébrale se brise avant? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu me supplies de te faire grâce? Tu veux que je te lâche? C'est vraiment dommage. Je n'ai jamais appris à faire ça, tu sais. Après cela, pendant que tout le monde nettoie encore, une scène horrifiante apparaît dans les toilettes des hommes. Kevin est ligoté par Chaz et Nat. Avec un urinoir attaché sur sa bouche, peu importe comment il l'interroge, le germaphobe ne révèle toujours absolument rien. N'ayant plus le choix, Chaz détache lentement sa ceinture. On dirait que je ne suis pas très doué pour la torture, n'est-ce pas? Je n'y peux rien puisque tu aimes tant la propreté. Essayons cette méthode. Peut être que cette fontaine chaude te fera te souvenir de quelque chose ou même te fera parler. Tous les membres du syndicat du dragon céleste doivent se faire tatouer, le dragon à la fleur rouge. Ce tatouage a une signification tout à fait unique. Le dragon représente la puissance et la force, la fleur symbolise la vitalité et la vie. Peu importe à quel point la fleur s'épanouit, belle et vibrante, elle finira par se faner. La raison pour laquelle une organisation criminelle aussi massive accepte des mineurs sans pouvoir est qu'elle recherche la prochaine génération, la relève, des graines qui peuvent devenir des arbres imposants. Ces personnes ont un potentiel que les adultes n'ont pas. Mais le potentiel dépend de leur environnement et de leurs expériences. Lorsque le syndicat du dragon céleste recrute des talents très tôt, ils les nourrissent et les entraînent dans la serre de l'organisation avec grand soin. Seules les graines qui poussent dans des conditions difficiles peuvent s'épanouir en fleurs éblouissantes et progressivement devenir des dragons prêts à s'envoler. C'est ce que Kevin révèle, alors qu'il est sur le point d'être nourri de force avec de l'urine, le secret des dragons à la fleur rouge se déversant dans un acte de désespoir total. Il n'est pas un membre de haut rang, donc il en sait très peu. Cela fait que Chase se souvient de son père, Victor le battait d'innombrables fois chaque jour. Même lorsqu'il était à terre, il devait se relever. Cette méthode d'entraînement terrifiante et cruelle était-ce pour me faire fleurir plus vite et devenir plus fort que n'importe qui d'autre, plus rapidement? Au lieu de cela, Kevin ne peut pas comprendre. Pourquoi poses-tu des questions sur mon organisation? Veux-tu rejoindre le syndicat du dragon céleste ou prévois-tu de le défier? Si j'étais toi, je m'enfuirais la queue entre les jambes au lieu de faire quelque chose d'aussi stupide et insensé. Ces mots font gonfler les veines de Chaz de colère. Il s'avance et saisit la gorge de Kevin. Après cela, le nettoyage continue. Chaz travaille dur à passer la serpillière mais trouve un endroit qui ne veut absolument pas se nettoyer. Nate s'agenouille sur un genou et lui tend une bouteille d'eau de Javel. Il lui dit sincèrement merci. À partir de maintenant, je suis ton homme, ton fidèle allié. Grâce à toi qui t'es occupé du germaphobe, je peux enfin dormir paisiblement. Tu cherches l'organisation terroriste du dragon céleste, pourquoi dois-tu absolument les trouver? Beaucoup de gens dans l'établissement ont des tatouages. Trouver le tatouage spécifique du dragon à la fleur rouge n'est pas du tout facile. Jusqu'à présent, tu as trouvé 2 personnes. Ont-elles quelque chose en commun, un point commun? Cette question éveille quelque chose en Chaz. En y réfléchissant attentivement, il réalise que les 2 personnes qu'il a abattues étaient des chefs de cellule. Cela signifie que si je trouve le chef de chaque cellule, je peux en fait trouver des personnes avec des tatouages de dragon à la fleur rouge. Mais Nate dit que cela n'a pas besoin d'être si compliqué que ça. La semaine prochaine, il y aura un rassemblement auquel seuls les chefs de cellule peuvent assister, appelé l'Assemblée du jour. C'est une réunion trimestrielle qui rassemble tous les chefs de cellule pour renforcer leurs relations. Mais ce n'est que la version officielle. En réalité, c'est un rassemblement illégal dans cet établissement, appelé le Conseil illégal. C'est approuvé par le directeur Cross. Ce ne sont pas de simples brutes locales, loin de là. J'ai entendu dire que leur envergure est comparable à celle d'une organisation criminelle massive. Ils sont impliqués dans toutes sortes d'activités criminelles sales et illégales. Tous les chefs de cellule seront présents, absolument tous. Tu peux tous les trouver là-bas. Une semaine plus tard, l'assemblée du jour a lieu comme prévu. Tous les chefs arrivent dans la pièce. Un homme aux cheveux blancs prend la parole en premier. Tyler Park et le germaphobe ont tous deux été battus, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que c'était un certain voyou nommé Chase Young. On dirait bien, toute cette affaire semble étrange. J'adorerais affronter ce chien de chasse. Ne soyez pas si agressif. Tout le monde, contrôlez vos tempéraments. Pendant qu'ils font du bruit, la porte s'ouvre. Chaz attrape une pelle près de la porte. Je me suis donné tant de mal, mais vous trouvez tout s'avère être si facile finalement. Cette scène stupéfie toutes les personnes présentes. Ce gamin ose être si arrogant tout seul, sans aide. Mais Chase dit calmement, je vais m'occuper de vous tous, sans en laisser un seul. Allez, commençons. Cependant, un homme reste calme. Je refuse votre demande, catégoriquement. Vous utilisez le maintien de l'ordre comme excuse, croyant que les chefs d'organisation utiliseront la violence. Il semble que vous agissiez avec une telle conviction. Mais vous avez négligé la partie la plus importante. Il y avait des raisons pour vaincre ces 3 personnes récemment. Elles ont accepté les défis que vous leur avez lancés, de votre propre chef. Nous appelons généralement cela une double justification. Mais moi, je suis différent. Il n'y a aucun bénéfice à tirer de moi et aucune raison légitime de répondre à ce combat que vous initiez. Si vous insistez pour lancer des coups de poing imprudemment et perturber l'ordre dans l'établissement, les autres chefs de cellule ne vous laisseront pas partir vivants, c'est une certitude. Même ainsi, comptez-vous toujours attaquer? Chaz se fiche sur place et ne poursuit pas son action. Il réalise que cet homme a raison. S'il agit imprudemment, oubliez les autres chefs de cellule qui le cibleraient. Qu'il puisse même partir d'ici en toute sécurité est plus que discutable. Ce comportement irréfléchi ne fera que dresser tout le monde dans l'établissement contre lui. La chance de partir d'ici indemne diminuera considérablement, sans parler de contrôler cet endroit. Cela va à l'encontre de son objectif initial. Il doit réfléchir très attentivement à la manière de gérer les choses à partir de maintenant, et jusqu'à présent il a confirmé où se trouvent les personnes tatouées. Il n'y a pas besoin de se précipiter et d'agir de manière imprudente. L'homme s'approche et demande « On dirait que ce drame est terminé, vous ne voulez plus vous battre, n'est-ce pas? D'après votre comportement, vous semblez avoir une forte hostilité envers le dragon céleste. On dirait que vous ne connaissez pas encore votre place. Quel petit garçon pitoyable. Vous êtes encore bien trop inexpérimenté. » Puis un homme à lunettes élève la voix et crie « Tout le monde, venez par ici. » L'assemblée commence officiellement. Premièrement, certaines personnes ont inévitablement été absentes. Sullivan du bloc cellulaire 65, Tyler Park du bloc cellulaire 7, Kevin le germaphobe du bloc cellulaire 2, ils sont tous absents en raison de blessures. Et la personne qui a causé ces incidents est ici parmi nous, le numéro 7199, Chase Young. À partir de maintenant, nous annonçons. Vous êtes devenu le nouveau chef du bloc cellulaire 36.
En tant que nouveau chef de cellule, avez-vous quelque chose à dire? Une déclaration. Il observe la situation autour de lui, il y a environ 15 chefs de cellule ici présents. Cela signifie qu'il doit non seulement affronter 15 personnes redoutables, mais aussi trouver comment les éliminer tous naturellement, sans faire de vagues. Mais il n'est pas pressé. Il estime qu'être juste un petit chef de cellule n'est pas important du tout, pas le moins du monde. Le chemin qu'il doit parcourir ne se limite pas à cela, loin de là. Lunette continue d'animer la discussion. Les revenus à l'intérieur de l'établissement sont gérés par les chefs de cellule. Nous appelons généralement ces endroits des boutiques. Une partie des bénéfices de ces boutiques est destinée aux cadeaux pour le directeur Cross. Ce trimestre, une boutique n'a pas encore livré son tribut, le réseau de jeux de hasard de Danny Park. Danny Park explique qu'il a été trop occupé, mais qu'il le livrera certainement au bureau du directeur avant la fin de la journée. Cependant, Silver derrière lui n'est pas du tout satisfait. Une étrange rumeur circule dans l'établissement, selon laquelle les jeux et l'opération de jeu sont tous basés sur la confiance et l'équité, mais pourquoi les gens disent-ils que les jeux sont truqués? Danny Park ne lui lance pas un regard agréable, déclarant qu'il ne ferait jamais une telle chose, absolument jamais. Si vous trouvez une arnaque dans mon opération de jeu, vous pouvez me couper la tête, ces mots résonnent dans l'esprit de Chaz avec force, on dirait bien qu'il a trouvé un moyen de percer, de s'en sortir,